Bonjour à tous et à toutes. Nous voici dans cette vidéo sur le thème de la Révolution française. Donc c'est bien le premier chapitre, la première séquence de première technologique avec donc comme thème la Révolution française, mais aussi l'Empire napoléonien. Donc en problématique, comment la Révolution française a-t-elle fondé un nouvel univers euh, politique, hein, sachant que cette Révolution française a eu des conséquences profondes dans toute l'Europe. Donc on comprend bien que c'est un chapitre très dense, relativement complexe, parce qu'il a tout de même énormément d'événements sur une trame chronologique relativement courte. Donc, pour le coup, bon là, je vais proposer un cours magistral, mais en cours, on verra aussi des études de documents, des cartes mentales, ou des tableaux de synthèse, hein, parce que voilà, ou des frises chronologiques, parce que les événements sont quand même assez denses, voire complexes parfois. Sachant que le sujet d'étude que j'ai choisi a pour thème la bataille de Waterloo, donc qui est bien sûr la défaite finale de Napoléon en 1815. Donc en 1789, une révolution politique et sociale éclate en France, mettant fin à l'Ancien Régime. Alors ce qu'on appelle l'Ancien Régime, c'est une expression qui est en fait apparue en 1789 pour qualifier le régime de la monarchie absolue et l'organisation sociale d'avant la Révolution. Donc il y a quand même déjà une connotation péjorative. Donc, la bourgeoisie réclame davantage de droits politiques, hein, voilà, c'est une classe en plein essor au XVIIIe siècle, tandis que le petit peuple subit une lourde fiscalité, voire même la misère. Alors, la royauté connaît une grave crise financière, avec notamment en toile de fond la coûteuse guerre d'Amérique, hein, qui donc, crise financière, qui oblige Louis XVI à tenter de réformer le système. Euh, donc en 1792, une république est instaurée, donc la première république, mais elle est confrontée à de graves troubles intérieurs, notamment la révolte de la Vendée et des royalistes, hein, et à la menace des monarchies européennes qui ont fondé donc une coalition contre la France. Et donc en 1799, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir et met en place un régime autoritaire, hein, qu'on va appeler d'abord le consulat, et puis ensuite en 1804, il instaure l'Empire. Et à cette date, la France entre en guerre contre une coalition européenne. Donc voilà pour cette longue introduction, hein, on va passer maintenant dans le vif du sujet, sachant que je vous proposerai, en tout cas mes élèves, des frises chronologiques complètes. Donc on va pas trop s'embêter pour l'instant avec les dates précises, mais je vais insister, c'est le choix que j'ai fait dans cette séquence, plutôt sur les causes, pour le coup. Ça fait le lien avec le programme de seconde, hein, quand on parlait notamment du siècle de Louis XIV, donc de la monarchie absolue. Donc en séance 1, comment s'organise la société sous l'Ancien Régime. Alors en grand 1, on va parler des ordres privilégiés. Alors, il faut bien savoir, on le sait depuis la seconde, que la société française est divisée en 3 ordres, qu'on appelle aussi les 3 États, à savoir donc le clergé, la noblesse et le tiers-État. Sachant que dans le tiers-État, ou troisième ordre, hein, on retrouve aussi bien la petite paysannerie que les artisans ou les bourgeois. Donc c'est une classe sociale avec, on va dire, une très hétérogène. Donc en tout cas, le clergé et la noblesse, on va dire ceux qui prient et ceux qui combattent,
possèdent donc des privilèges. Alors, ils ne payent aucun impôt, notamment à l'État, encore moins à l'Église évidemment, et les hautes fonctions leur sont réservées. Donc voilà, on pourrait dire pour cette organisation, on va dire tripartite. Alors je ne vais pas trop développer, mais enfin voilà, hein, c'est des organisations qu'on peut retrouver dans des sociétés très anciennes, hein, dès l'Antiquité. Donc c'est pas les Français qui ont inventé ça, mais disons qu'ils l'ont poussé à l'extrême. La première classe privilégiée, on va trouver donc le clergé, hein, donc les gens d'église, on va dire ceux qui prient. Donc ils ne payent, on a bien compris, aucun impôt. Le clergé donc perçoit par contre un impôt qui lui est spécifique, c'est la dîme, qui est un impôt donc, qui porte en fait sur 10% des revenus ou des récoltes, hein, qu'il faut donner chaque année à l'Église. Mais en retour, l'Église a quand même des missions. Donc certes, prier pour le salut des âmes, mais aussi prendre soin donc prendre en charge le soin des malades ou celui des pauvres, hein, ainsi que de prendre en charge l'éducation des enfants. Donc certes, l'Église est très riche, très puissante, très influente, mais en retour, elle s'occupe des plus démunis, et au Moyen-Âge, on l'a vu aussi en seconde, elle a un rôle, c'est-à-dire de tempérer la violence des seigneurs. Autre ordre privilégié, la noblesse, on pourrait dire l'aristocratie. Donc elle perçoit de très nombreux impôts, il y a toute une liste très importante d'impôts payés notamment par les paysans, et donc elle ne paye aucun impôt, ça c'est clair. Mais elle joue un rôle militaire très important, c'est ce qu'on appelle l'impôt du sang. Alors c'était le prétexte que disaient les nobles, hein. Ils disaient bon, ok, on ne paye pas d'impôts, mais nous en retour, on défend le royaume, hein, ce qu'on appelle l'impôt du sang, parce que les nobles, par leur fonction principale, bon, même si ça va évoluer avec le temps, mais c'est d'abord la fonction militaire. Alors on va quand même distinguer deux types de noblesse. Il y a ce qu'on appelle la noblesse d'épée, qui est une noblesse très ancienne, qui est issue en fait des seigneurs et des chevaliers du Moyen-Âge, dont la fonction est d'abord militaire, qui ne sont pas forcément riches d'ailleurs, donc certes ils possèdent un château, des terres, mais ils ne sont pas forcément riches, donc c'est plutôt une noblesse, on dira, provinciale, et la noblesse de robe, qui est une noblesse beaucoup plus récente, et qui en fait regroupe des bourgeois qui ont acheté à la royauté des titres de noblesse. Parce qu'il fut un temps où, à un moment, au début du XVIIe, le roi Henri IV a besoin d'argent et va vendre des titres de noblesse. Donc quand on dit noblesse de robe, hein, c'est pas comme la robe des femmes, hein, c'est la robe des magistrats, parce que en même temps, ils achetaient souvent une fonction de juge ou de magistrat. Donc voilà, distinguer qu'il y a quand même différents types de noblesse, et il y a peu de points communs, hein, on va dire, entre la petite noblesse provinciale et les grands nobles qui vivent à la cour, notamment au château de Versailles. Donc c'est quand même une classe assez disparate, et d'ailleurs on verra qu'il y a des nobles qui vont se rallier aux idées de la Révolution française. Alors le troisième ordre, hein, c'est bien sûr le tiers-état. Alors, on pourrait considérer que c'est une majorité qui est opprimée, mais on a bien vu que c'est une classe très hétérogène. Donc le tiers-état regroupe à lui seul 98% de la population. Donc on va dire c'est ceux qui travaillent. Donc son travail nourrit les ordres privilégiés qu'on vient d'évoquer. Alors près de 60% de ce tiers-état est formé de paysans, sachant qu'on peut retrouver aussi dans la paysannerie une certaine hétérogénéité, pardon. On peut trouver aussi bien voilà, des petits paysans qui travaillent au jour le jour, ce qu'on appellera les journaliers ou manouvriers, donc plutôt pauvres, que des paysans plutôt riches, hein, qu'on appellera des fermiers, donc des grands propriétaires. Donc là, c'est une classe aussi très disparate. Alors, parmi le tiers-état, on trouve aussi des artisans, les ouvriers des villes, mais aussi les grands bourgeois ou les bourgeois dont on va parler tout à l'heure. Alors, le tiers-état subit donc le poids des impôts seigneuriaux dont on a parlé, des impôts cléricaux, notamment la dîme, mais aussi des impôts royaux, notamment la taille, qui sert au départ à financer l'armée royale. Et il faut voir qu'au XVIIIe siècle, hein, il y a des disettes, donc on dira des famines, hein, qui font encore des victimes parmi notamment la paysannerie, ou les gens pauvres des villes.
Alors bien voir qu'il y a une classe sociale qui va vraiment émerger, et c'est celle qui va pousser à la Révolution française, clairement, c'est la bourgeoisie. Donc, bourgeoisie vient du mot bourg, hein, qui signifie au départ voilà, une ville, donc c'est plutôt des habitants des villes. Donc ceux-ci se sont enrichis notamment par le commerce avec les colonies. Hein, depuis on va dire le XVIe siècle, la France s'est lancée dans la colonisation, donc à la suite des Espagnols, des Portugais, etc. Et il y a aussi le commerce triangulaire, hein, bien sûr, hein, on a vu en seconde, hein, la traite négrière qui va enrichir des villes, et notamment la bourgeoisie. Donc elle s'est cultivée par la lecture, notamment, on verra, par la lecture des philosophes des Lumières, et elle veut participer davantage aux décisions politiques. Elle considère qu'elle a un poids économique, mais qu'elle n'a pas encore de poids politique, sachant que de nombreuses fonctions, notamment fonctions militaires ou judiciaires, lui sont interdites. C'est-à-dire qu'il faut posséder un titre de noblesse pour être un grand officier ou un magistrat dans les cours judiciaires ou un haut fonctionnaire. Et, on l'a déjà évoqué, il existe aussi des mécontents parmi les ordres privilégiés, donc, notamment dans la petite noblesse ou le bas clergé, qui vit au contact parfois de la pauvreté et qui connaît voilà, le sort des plus pauvres du tiers-état. Donc voilà pour ce tiers-état. En rang 3, revenons, même si ça a déjà été évoqué en seconde, bon, sauf qu'avec le confinement, c'est des thèmes qu'on a fait, on va dire, en ligne, hein, non pas de visu, mais c'est revenir sur, bien sûr, la monarchie absolue. Donc déjà, rien que le terme est assez péjoratif. Là aussi, c'est un mot qui a été forgé par les hommes de la Révolution pour qualifier une monarchie qui a tous les pouvoirs. On parle aussi d'absolutisme. Alors, les racines sont anciennes, hein, voilà, je ne vais pas revenir, mais enfin voilà, dès François Ier, dès le début du XVIe siècle, il y a quand même une monarchie qui se centralise, qui met aussi au pas les nobles, hein, qui vont d'ailleurs plusieurs fois se révolter, notamment du temps de Louis XIII. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, parce que c'est Louis XIV qui se méfie des grands nobles, hein, qui sont parfois rebelles, et qui va concentrer tous les pouvoirs. Donc c'est bien Louis XIV, hein, le roi Soleil, qui incarne cet absolutisme. Donc concrètement, ça signifie que le roi est au-dessus des lois, même s'il y a certaines lois, ce qu'on appelle les lois fondamentales, hein, on verra tout de suite après, et il incarne l'État. Hein, d'ailleurs, il y a une célèbre formule de Louis XIV qui dit « l'État, c'est moi ». Alors d'ailleurs, pour mieux contrôler la noblesse, dont il se méfie, Louis XIV, il va la contraindre, hein, les grands nobles, hein, donc, à loger au château de Versailles. Donc c'est une manière aussi de les avoir à l'œil, hein, de mieux les surveiller. Alors à voir aussi que le roi, il a un pouvoir judiciaire important. Il peut faire emprisonner n'importe qui sur simple lettre de cachet, hein, avec le cachet, donc on pourrait dire le tampon royal. Et d'ailleurs, la prison royale n'est ni plus ni moins que la fameuse Bastille, qui sera prise évidemment le 14 juillet 1789. Donc je ne vais pas trop développer, parce que c'est des thèmes déjà vus en seconde, mais il faut aussi bien voir que c'est une monarchie qu'on qualifiera de droit divin. C'est-à-dire que le roi de France n'a d'ordre à recevoir, ni on pourrait dire, que de Dieu. Et le roi est dit comme le lieutenant de Dieu, c'est-à-dire il est l'officier de Dieu, il n'y a que Dieu qui est au-dessus de lui. Et d'ailleurs, on sait que le roi de France est sacré par l'Église. Hein, il reçoit le sacre en la cathédrale de Reims. Donc il n'est responsable que devant Dieu. Donc ça lui donne quand même, évidemment, une autorité extrêmement importante, un grand prestige. Alors à voir, je l'avais dit rapidement, hein, mais parfois tendance à l'oublier, mais il y a ce qu'on appelle les lois fondamentales, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques lois que le roi doit respecter. Donc il n'est pas totalement hors la loi, on pourrait dire. Il y a une loi notamment qui est connue, c'est ce qu'on appelle la loi salique. C'est une loi qui interdit aux femmes de régner. On sait qu'en France, on n'a jamais eu de reine en tant que chef d'État. On a des reines évidemment en tant qu'épouse du roi, mais il n'y a jamais eu de reine proprement dite. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres monarchies européennes. Hein. Ça, c'est la loi salique. Hein, les saliques, c'est l'autre nom qu'on pourrait dire des Francs. Hein. Donc, c'est voilà, les ancêtres des Français, pour faire court. Et d'autres lois fondamentales aussi. Il doit bien sûr respecter l'Église. Ça, c'est clair. Notamment l'Église catholique. Hein. Il est le protecteur, le garant de l'Église catholique.
Il doit respecter aussi les privilèges des ordres, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, comme ça, d'un simple trait de crayon, dire, par exemple, aux nobles, payez des impôts. Il ne peut pas le faire. Donc même si, par exemple, il le voulait, il ne pourrait pas obliger l'Église ou les nobles à payer l'impôt. Ça, faut bien l'avoir en tête. Ça aura une importance certaine dans le contexte de la Révolution. Et il doit aussi respecter les libertés de certaines villes. Hein. Il y a des villes qui possèdent ce qu'on appelle les villes franches, qui possèdent des libertés notamment au niveau fiscal. Donc voilà, le roi n'est pas totalement au-dessus de certaines lois, ce qu'on appelle les lois fondamentales. Donc voilà pour cette première séance consacrée, donc, on pourrait dire, à la société ou la monarchie française. Je m'arrête là-dessus pour cette première vidéo.